Chers disciples, bonjour. Dans le chapitre consacré à l'organisation de l'entreprise, nous avons vu que l'objectif de l'organisation administrative consiste à instaurer une division de tâches et à créer des services ou des entités spécialisées sous forme de services et sous forme de fonctions dont la mission, dont l'objet est différent d'une fonction à une autre. La fonction achat-approvisionnement, il a une mission et il a des attributions différentes de la fonction de production. Cette dernière comprend également des tâches différentes et des missions différentes de la fonction d'approvisionnement et également différentes. Celle-là, elle a des objectifs également différents de la fonction commerciale, etc. Ceci rentre dans le cadre de la division de travail. Et bien sûr, tout ceci, ou cette fonction, le fonctionnement de toutes ces fonctions, elle est coordonnée. Donc, division et coordination, nous l'avons vu avec Michel Kalika et Henri Mintzberg. Nous avons étudié la fonction achat, et la fonction production. Nous allons étudier maintenant la fonction commerciale. Donc, la fonction commerciale, c'est la fonction dont l'objet est de vendre le résultat ou le produit de l'entreprise. C'est-à-dire l'output. En effet, depuis la révolution industrielle et jusqu'aux années 70 du XXe siècle, les années 1970, la préoccupation des entreprises était de produire. C'est le système des flux poussés que nous avons vu dans la fonction de production. Tout ce qui est produit est vendu. La logique, ce qui est vendre ce qui est produit. On produit et on vend. Mais à partir des années 70, il y a eu un renversement ou un revirement de tendance. L'offre est devenue supérieure à la demande à cause de l'effet de la concurrence entre les producteurs. Par conséquent, la fonction de production qui a été dominante jusqu'alors a laissé la place à la fonction commerciale. Et on est passé d'une logique de production à une optique de vente. Il faut d'abord vendre. Il faut d'abord produire ce qui est vendu. Il faut d'abord chercher la vente pour produire ensuite. Donc il faut séduire le client pour vendre. Pour le convaincre d'acheter. Il est devenu roi. Et pour séduire le client, il faut se mettre à l'écoute de son écoute, mais d'une façon constante, pérenne. Pourquoi? Parce que l'élévation du niveau de vie
du consommateur. Il a un niveau de vie de plus en plus élevé et lui donne plus de liberté de choix. Il devient roi. Et l'élévation du niveau également de sa formation. Il lui permet d'exiger des produits de qualité, de différencier entre le produit, de choisir quel est le produit de bonne qualité, qui est de qualité moindre. Il exige un produit personnalisé et non pas un produit standard. Par conséquent, l'entreprise doit développer une nouvelle approche marketing fondée sur la satisfaction du client. Donc, il doit chercher une méthode marketing pour drainer, attirer le client. Et qu'est-ce que c'est qu'un marketing alors? Le marketing, c'est une démarche qui consiste à découvrir et à analyser les besoins. Et les besoins latents, c'est-à-dire cachés ou exprimés, connus, d'une population afin de concevoir et de mettre en œuvre, c'est-à-dire de produire et de mettre en œuvre une politique adaptée à ces besoins et qui répondent aux attentes de la population cible, des consommateurs ciblés. Remarquez ici la définition de Benoun, il a parlé de découvrir. Attention, le marketing ne crée pas les besoins, parce que les besoins existent chez l'homme. Ils sont innés chez l'homme. Le besoin de manger, il existe. Ce n'est pas le marketing qui va le créer. Le besoin d'avoir une maison, d'avoir une retraite, le besoin de se faire aimer, le besoin de vivre en famille ou dans une société, le besoin d'être estimé. Ce sont des besoins qui existent chez l'homme, chez l'être humain. Et ils peuvent être latents, c'est-à-dire cachés. L'individu ou le consommateur ne leur donne pas trop d'importance, mais c'est là le rôle du marketing. Il va lui dire que ce besoin auquel vous ne donnez pas d'importance, c'est lui le plus important. Il essaie de le rendre le plus important chez l'individu. Donc, la démarche ou le marketing, il consiste à découvrir et à analyser ses besoins. Donc, toute démarche marketing, alors, consiste d'abord à connaître le client. Il faut connaître le client. Pour faire une bonne démarche de marketing, il faut connaître sa population, c'est-à-dire les clients. Et les clients de l'entreprise se trouvent parmi la population. Il y a toute une population
dans une ville ou dans un pays ou au niveau international, mondial, et c'est parmi cette population que l'entreprise va identifier, prendre ses clients ou c'est les gens qui vont consommer son produit. Pour ce faire, avant de les satisfaire, il faut d'abord les connaître maintenant, au préalable. Qui sont ces clients? Donc, nous savons que le marché est constitué par les fournisseurs en amont et les clients en aval. Nous allons nous intéresser, nous, au marché aval, c'est-à-dire les clients, et non pas les fournisseurs. Et nous allons nous intéresser à l'étude du marché aval, c'est-à-dire le marché des clients. Parce que les clients, c'est eux qui consomment l'output, le produit fini de l'entreprise. Alors, dans un premier temps, nous allons présenter la division du marché cible de la population selon la division opérée par Ferdinand Bouquerel dans son ouvrage Les études de marché, paru à la collection Que sais-je, édition Presse universitaire de France. Donc, le marché global total, c'est la population. Soit d'une ville, soit d'une région, soit nationale, soit internationale, soit régionale. Cette population se compose du marché actuel de l'entreprise, c'est-à-dire la part qu'elle détient dans l'offre, la part de marché qu'elle détient dans l'offre. Qu'est-ce que c'est que la part de marché? Donc c'est la partie du chiffre d'affaires, de son chiffre d'affaires, dans le cadre de l'ensemble du volume total vendu parmi une population. Le marché global comprend plusieurs marchés concurrents, plusieurs entreprises qui ont le même produit. Quelle est la part du marché de l'entreprise dans le global, dans le marché global? C'est ce qu'on appelle une part de marché. Il peut être calculé en valeur, c'est-à-dire les ventes en valeur de l'entreprise ou les ventes d'une marque divisées par les ventes totales en valeur de toutes les entreprises concurrentes. Ça peut être 80%, ça peut être 10%, ça peut être 15%. Combien elles vont, elles, sur les ventes totales, ça donne la part de marché en valeur. Elle peut être également une part de marché en volume. C'est-à-dire les ventes en volume de l'entreprise, combien elle a vendu en quantité, divisé par les ventes totales, également en volume de toutes les entreprises ou de toutes les marques confondues. Donc on peut avoir une part de marché en valeur ou une part de marché en volume. Donc la population, elle comprend le marché actuel de l'entreprise, c'est-à-dire ses clients actuels. Elle comprend également le marché actuel de la concurrence, c'est-à-dire les concurrents des entreprises, concurrents de l'entreprise, quel est leur marché actuel également, c'est-à-dire les clients qui consomment le produit des concurrents. On appelle le marché actuel des concurrents, c'est-à-dire leur part de marché actuelle, en volume ou en valeur.
La population comprend aussi les non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire les individus qui n'achètent pas le produit actuellement, mais ils peuvent le faire dans l'avenir. Soit qu'ils méconnaissent le produit, ou ils ont un préjugé défavorable sur le produit. On a entendu sur le produit qu'il a un problème, on a entendu parler par certaines personnes, donc on a un préjugé. Mais ce préjugé, il n'est pas irréversible, c'est-à-dire que on peut leur faire changer d'avis lorsqu'on leur fait connaître le produit, le bien connaître, donc ils peuvent changer d'avis. C'est ce qu'on appelle les non-consommateurs relatifs, qui ne consomment pas le produit maintenant, mais ils peuvent changer d'avis. Et il y a les non-consommateurs absolus, c'est-à-dire les individus qui ne consommeront jamais le produit, qui ne seront jamais des clients de l'entreprise. Pour plusieurs raisons. Soit pour des raisons physiques, c'est-à-dire leur santé ne leur permet pas de consommer tel produit. Il y a les malades qui ne consomment pas tel produit, par exemple les gens qui ont le diabète, les gens qui ont la tension, par exemple, l'hypertension artérielle, etc. Donc, des gens pour des raisons physiques, pour des raisons religieuses. Par exemple, les musulmans ne consommeront jamais la viande de porc, ne buvront jamais l'alcool. Donc, voilà, pour des raisons morales ou pour des raisons religieuses. C'est ce qu'on appelle les non-consommateurs absolus. Ensuite, donc, tout ceci compose le marché de l'entreprise. Alors, au sein de cette population, on trouve également le marché potentiel de l'entreprise. Donc, au sein de cette population totale, on peut trouver le marché, l'entreprise peut chercher à augmenter sa part de marché. C'est-à-dire que il va prendre le marché actuel de la profession ou plutôt, il va prendre une partie du marché actuel de la concurrence, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Grâce à, il sait que les concurrents ont des clients, et il va essayer de grignoter des parts de marché, prendre des parts de marché du client, par la publicité, par la qualité des produits. Il va essayer de faire un effort pour augmenter cette part. Prendre des clients des concurrents. Et également, prendre des clients non consommateurs relatifs, c'est-à-dire qui ont un préjugé sur le produit de l'entreprise, qu'ils méconnaissent le produit de l'entreprise, mais grâce à des actions de communication, elle va réussir à les adhérer. Donc, elle va augmenter au niveau de la concurrence et va prendre aussi sur les non-consommateurs relatifs, c'est ce qu'on appelle le marché potentiel, futur, prévisionnel de l'entreprise. C'est-à-dire, là où l'entreprise peut agir, mais elle ne peut pas agir ici. Jamais elle ne peut prendre ici. Elle va prendre soit sur la concurrence. Pourquoi? Parce que les clients consomment
un produit similaire à celui de l'entreprise. Donc, il est facile d'aller faire des actions, hein, un effort pour essayer de prendre à la concurrence certains clients. Et également, au niveau des consommateurs relatifs. Il y a également le marché actuel de la profession. C'est-à-dire, le marché qui comprend le marché de l'entreprise et le marché de la concurrence, les deux. On appelle ça un marché actuel de la profession. La profession est constituée de l'entreprise et de ses concurrentes qui vendent les mêmes produits. Il y a aussi le marché théorique au potentiel de la profession, c'est-à-dire tous les non-consommateurs relatifs plus le marché actuel de l'entreprise et le marché actuel de la concurrence. C'est-à-dire que les deux, l'entreprise et la concurrence, vont essayer d'amadouer, de convaincre les non-consommateurs relatifs par l'entreprise et par la concurrence. Donc, il y a un potentiel de la profession pour augmenter leur part de marché. Ils vont les prendre chez les consommateurs relatifs. Et bien sûr, chacun va essayer de prendre sur l'autre. Donc, toute la profession, voilà son marché de la population cible. Il ne reste que cette partie qui est résignée à ne pas consommer du tout sont les produits de l'entreprise. Donc, pour pouvoir prendre une décision raisonnée, l'entreprise doit adopter une démarche marketing. Alors, quelle démarche l'entreprise doit suivre pour augmenter ses parts de marché? On appelle ça une démarche. Qu'est-ce que c'est qu'une démarche? C'est une manière de conduire un raisonnement. Comment elle va raisonner pour progresser vers un but. Donc, la démarche, il y a comment elle va faire pour augmenter sa part de marché, hein, pour convaincre les clients pour consommer son produit. Rappelez-vous, dans le chapitre consacré à la fonction achat-approvisionnement et surtout lorsqu'on a étudié le rôle stratégique de la fonction achat-approvisionnement, nous avons dit que la fonction achat-approvisionnement est un centre de profit, n'est-ce pas? Parce que le responsable commercial, il a des difficultés pour augmenter sa part de marché. C'est pour cela qu'il essaie de réduire le volume ou plutôt le prix d'achat, obtenir des avantages en matière d'achat. Pourquoi? Parce qu'il a des difficultés. Et justement, il doit faire beaucoup d'efforts pour augmenter le nombre de ses clients. Et grâce à une démarche marketing. Alors, cette démarche marketing exige d'abord de connaître les clients. Il faut connaître ses clients. Quels sont ses clients? Où sont-ils? Où se trouvent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est leur niveau de vie? Quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils exigent? Quel est leur comportement? Quelles sont leurs attitudes? Donc, connaître les clients. Et connaître le comportement de ces clients. Connaître également comment ils achètent. C'est le processus des décisions d'achat. Ce n'est pas le processus d'achat de l'acheteur en entreprise qu'on a vu. C'est les décisions d'achat du consommateur. Également, il faut connaître ensuite le marché. C'est-à-dire là où
se confrontent ou se rencontrent l'offre et la demande. Connaître son marché, c'est-à-dire faire des études de marché pour connaître son marché. Segmenter ce marché. Parce que nous avons vu, il y a toute une population, une grande population. Mais le produit qu'il va faire ne va pas servir toute la population. Il y a des gens qui ne vont pas le consommer. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit délimiter, créer des segments, segmenter, délimiter, connaître exactement la part des clients. De connaître. Donc, il va segmenter son marché et il va positionner son produit. Comment ce produit sera perçu, vu, considéré par le client. Nous allons voir tous ces volets de la démarche marketing. Alors d'abord, la connaissance du client. Connaître le client, c'est étudier le comportement du consommateur. Alors, un comportement, c'est la manière de se conduire, la manière de réagir à un événement ou à une situation. Vous êtes devant une situation, comment vous allez vous comporter? Comment vous allez agir? C'est ce qu'on appelle un comportement. Donc, pour connaître le comportement d'achat d'un consommateur, il faut connaître d'abord ses besoins. Qui est le besoin, nous l'avons dit, je vous le rappelle, c'est une exigence née d'un sentiment de manque, qui est lié à la nature humaine. Besoin de manger, besoin de dormir, besoin de se vêtir, besoin d'être estimé, besoin d'avoir un statut, une voiture de luxe, besoin d'être accepté par un groupe, besoin d'abri, de logement, besoin de travail, besoin de manger, besoin de dormir, un ensemble de besoins différents. Donc il faut connaître leurs besoins. Et je vous invite à lire et à voir dans ce cas de conditions, la pyramide des besoins de Maslow, qui a identifié les besoins de l'individu et qui commence par le bas. Ce sont les besoins physiologiques les plus élémentaires. C'est le besoin de manger, le besoin de dormir. Donc on ne peut pas, le besoin de boire. Boire et manger, c'est la même chose. Et dormir. Lorsque ces besoins physiologiques sont satisfaits, l'homme a besoin d'autre chose qui est supérieur, qui sont les besoins de sécurité. Il a besoin d'un logement. Mais avant, il n'a besoin que de manger. Après, lorsqu'il satisfait ses besoins physiologiques, il progresse, il demande les besoins de sécurité, c'est-à-dire l'abri, le travail, un travail stable, chercher un travail stable, avoir une retraite, c'est ce qu'on appelle les besoins de sécurité. Lorsque ces besoins sont réalisés, sont satisfaits, il passe aux besoins d'un niveau supérieur que sont les besoins sociaux. Ces besoins sociaux, il veut être accepté par un groupe. Il veut être pris en charge et voulu par un groupe, intégrer un groupe. C'est pour cela qu'il rentre dans un club, il adhère à un club de sport pour adhérer à un groupe.
Lorsque les besoins sociaux sont satisfaits, ils remontent à d'autres besoins supérieurs encore, que sont les besoins d'estime. Il veut avoir un statut, connaître, être connu dans la société, hein, avoir un diplôme d'ingénieur, un diplôme de docteur. Hein. Donc, pour être valorisé, il veut valoriser sa personne. Avoir une voiture de luxe, hein, résider dans un hôtel 5 étoiles, etc. Lorsque ces besoins d'estime sont réalisés, il passe au dernier volet, au dernier besoin le plus supérieur, c'est le besoin d'accomplissement personnel, c'est le besoin d'épanouissement dans son activité. C'est-à-dire, il veut rester éternel, faire des choses qui vont lui conférer la possibilité, lui donner la possibilité de vivre éternellement, alors que lui, il est mortel. Il va mourir, mais il veut laisser son nom après avoir disparu. Écrire un ouvrage, écrire des livres, faire un travail qui va rester dans le temps. Regardez les pyramides d'Égypte. Ils restent. Ils ont resté, malgré la disparition des pharaons. Ils veulent rester. La Tour Eiffel, le Koutoubia, à Marrakech, n'est-ce pas? Donc, ce sont des monuments qui restent et qui, après la disparition. Donc, l'homme veut rester alors que même il sait qu'il est mortel. Et il veut laisser son nom derrière lui. Écrire des livres, par exemple. Donc, il doit connaître la connaissance, il doit connaître les besoins. Il doit connaître leur motivation. Ces motivations, ou la motivation, elle est définie comme la force qui guide le comportement. Vous voulez réagir, vous voulez réagir devant un événement. Vous avez un événement et vous réagissez. Donc, c'est un comportement. Mais qui est-ce qui vous guide, qui guide votre comportement? Qui est-ce qui vous amène à prendre ou à ne pas prendre, à accepter ou ne pas accepter telle chose? C'est la motivation. C'est elle qui guide le comportement de l'individu à faire ou à ne pas faire, à s'abstenir, à faire un acte d'achat ou à ne pas acheter. Et parmi les motivations, Johannis, c'est un écrivain, c'est un auteur, il a défini 3 types de motivations. Il y a les motivations hédonistes, c'est le désir de profiter de la vie. Donc, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui désire profiter de la vie. Donc, c'est une motivation qui le pousse à voyager, à faire beaucoup de voyages. Donc, il profite de la vie. Il y a les motivations oblatives, c'est-à-dire le désir de faire plaisir. Il veut toujours, lui, faire plaisir à d'autres, faire plaisir à des gens. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est leur motivation essentielle, c'est de faire plaisir aux autres. Ou de profiter de la vie. Ou des motivations auto-expressives, c'est le désir de s'exprimer, de se montrer. C'est pour cela qu'on trouve des gens qui s'habillent des derniers cris, qui changent toujours d'habits, de vêtements. Ils ont ce problème un vice de shopping. Ils changent toujours
parce qu'ils veulent s'exprimer. Ils voyagent toujours, c'est pour s'exprimer, pour se montrer. Hein. Ils ont ce désir ou cette motivation. Pourquoi il y a cette distinction? Pourquoi l'entreprise doit connaître ces gens-là, ou les motivations de ces consommateurs par des études? Pourquoi? Parce que pour les gens, s'ils trouvent que dans sa population cible, il y a 80% des personnes qui sont hédonistes, par exemple, qui aiment profiter de la vie. Donc, il doit leur créer un produit conforme à leurs attentes. Par exemple, il va créer une agence de voyage qui permet de prendre des gens pour aller visiter plusieurs villes du monde. Pour les gens, s'ils trouvent parmi sa population cible une grande partie de personnes oblatives, il va produire des cadeaux de qualité, des montres de qualité, parce que eux, ils veulent donner des cadeaux, faire plaisir aux autres, hein, etc. Donc, connaître la motivation, ou connaître le comportement et les motivations des consommateurs est essentiel. Mais aussi, connaître les freins à l'achat. Et là, nous allons, rappelez-vous ce que nous avons dans les non-consommateurs relatifs. Pourquoi il doit connaître? Il doit connaître leurs freins. Pourquoi ils n'achètent actuellement tel produit? S'il trouve une grande partie des gens qui ont un frein d'achat, il doit connaître quel c'est ce genre de frein. Pourquoi ils n'achètent pas? Le mobile, la cause. Et il va essayer par une campagne de publicité, de communication surtout, pour leur expliquer, pour leur faire changer d'avis. Donc les freins d'achat, ce sont les pulsions négatives qui freinent l'acte d'achat. Exemple, les facteurs culturels, la rumeur. Attention, ne pas consommer tel produit parce que c'est le bouche à oreille, la rumeur, etc. Elle doit connaître aussi l'attitude du consommateur, c'est-à-dire les sentiments et les croyances à l'égard d'un objet. Parce que lorsqu'il a des sentiments et des croyances, c'est lui qui vont soit l'encourager à acheter, soit être constitué un frein à l'achat. Et ces attitudes peuvent être cognitives plutôt, c'est-à-dire liées au raisonnement logique. Logiquement, lorsqu'il a raisonné logiquement, il a trouvé que tel produit ne le convient pas. Donc c'est le raisonnement logique, c'est le jugement moral, c'est la connaissance. Il connaît, il a des preuves, des statistiques, par exemple. Donc, raisonnable, cognitive, relative à la connaissance. Ils peuvent être affectives. C'est-à-dire l'attirance vers un produit, et cette attirance est chargée d'émotions, de sentiments. Vous aimez ou non un produit. Je l'aime. Par exemple, vous aimez un produit. On aime un produit. Le consommateur aime ce produit. Donc, il a une attirance affective, qui n'est pas cognitive, mais qui est subjective, affective. Et il y a les attitudes connatives, c'est-à-dire liées à l'action consciente, à l'intention d'achat.
Donc il a une attitude connative pour passer à l'acte d'achat. Donc connaître les freins, connaître les attitudes du consommateur, c'est connaître également le comportement du consommateur, c'est-à-dire il faut connaître la personnalité du consommateur. C'est-à-dire l'ensemble de comportements ou l'originalité qui constitue l'individualité du consommateur ou le caractère d'une personne, qui est ce qui sépare une personne à une autre. C'est ce qu'on appelle la personnalité. Ce sont des comportements qui font l'originalité de quelqu'un. Une personne ne ressemble pas à une autre. Donc, c'est une personnalité. Chacun a une personnalité. Et on trouve, justement, parmi les personnalités, on trouve des gens sanguins. On l'appelle des gens sanguins. Qui est un style de vie différent. Donc là, la personnalité, elle se manifeste par un style de vie différent, personnel, spécifique, comme par exemple le sanguin. Le sanguin, il cherche l'affectivité. Il cherche toujours d'être aimé, une affection qu'on lui manifeste, leur affection. Il y a les gens lymphatiques, c'est-à-dire des gens qui cherchent la sécurité. Vous trouvez toujours, il est à la recherche là où il est sûr, il cherche toujours la sécurité. L'autre, il est nerveux, on dit le nerveux. Le nerveux, c'est celui qui cherche toujours la nouveauté. Il ne veut pas rester dans la monotonie. Il cherche toujours à changer des choses nouvelles. Il ne veut pas, la monotonie le tue. Il réprouve il a horreur de la monotonie, que chaque jour comme l'autre, il cherche toujours la nouveauté. Il change par exemple le mobilier, il change de voiture, il change parce qu'il n'aime pas rester dans la monotonie. Et il y a le milieu. C'est celui qui recherche l'orgueil, la vanité, à se montrer plus que les autres, mieux que les autres. C'est un orgueilleux. Donc, pourquoi elle cherche justement ces personnes? L'entreprise doit connaître ces gens, parce que pour le lymphatique, il va lui proposer une assurance décès, une assurance maladie, parce que lui, il cherche la sécurité. C'est ça qui le taraude. Pour le nerveux, chaque fois, on lui crée des produits de mode, hein, les smartphones, les différentes originalités, parce qu'il cherche toujours la nouveauté. Celui qui cherche l'orgueil, la vanité, etc., on lui donne des produits de luxe. On crée des produits de luxe, des montres de luxe, pour les femmes des bracelets de luxe, etc., des vêtements de luxe, parce qu'ils cherchent l'orgueil. Donc l'entreprise va, lui, prescrire, produire un produit qui correspond à sa personnalité. En plus de ça, de ce comportement, qui sont liés à la nature humaine, le consommateur peut être aussi influencé par autre chose. Il peut être influencé par la classe sociale, c'est-à-dire la classe dans laquelle il vit. C'est une classe sociale, par exemple, inférieure, il est influencé par cette classe sociale. S'il est d'un rang de classe sociale parmi les qui ont des revenus très élevés, il est influencé par cette classe, parce que cette classe cherche des produits, etc., différents.
Par contre, une classe sociale, un revenu très bas, il est influencé également par la consommation de cette classe. Donc la classe sociale, elle influence l'individu, le comportement de l'individu. Elle est influencée par la famille, par ses parents. Il voit ses parents, donc il est influencé, et il est influencé également par ses enfants. Hein? Parfois, quelqu'un qui a une voiture, par exemple, il est satisfait de sa voiture, mais ses enfants lui disent non, cette voiture n'est pas bonne parce que nous, on veut une autre voiture de telle marque. Et il est influencé par ses enfants. Il est également influencé par sa tribu, donc la tribu dans laquelle il vit, ou par son ethnie. Donc il y a des ethnies qui sont différentes dans le comportement et différentes des autres. Donc il est influencé par les attitudes de son ethnie. Donc autant l'entreprise doit chercher à connaître ce consommateur, dans l'objectif de lui proposer un produit qui correspond exactement à son comportement, à ses attitudes. Sinon, s'il ne fait pas ça, il peut faire un produit qui est totalement déphasé par rapport aux besoins et par conséquent, il ne sera pas acheté. Alors, il faut connaître, l'entreprise connaît le consommateur, le client, ses attitudes, son comportement, ses freins, sa personnalité. Il doit ensuite connaître son processus d'achat. Comment il achète? Il va faire des études pour connaître comment ils achètent. Alors, le processus d'achat du consommateur comprend 4 étapes. La première étape, c'est la prise de conscience d'un besoin. Donc, il prend conscience qu'il a un besoin à satisfaire. Donc, que doit faire l'entreprise dans ce sens, dans ce cas? Il doit utiliser son marketing pour lui révéler ce besoin, pour le rendre un besoin pressant. Un besoin nécessaire, alors qu'en fait, il n'est pas nécessaire. Il doit lui révéler ce besoin, lui montrer ce besoin, le faire prendre conscience de son besoin. Mais le consommateur n'en est pas toujours conscient. Il a un besoin, mais il ne connaît pas, il n'a pas conscience. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Lorsqu'il a conscience, il va rechercher de l'information sur ce produit-là. Quel est son prix? Est-ce qu'il est bon? Il va s'informer sur le produit. Donc, il va chercher les différentes possibilités pour satisfaire son besoin. C'est là justement où les stimuli ou les stimulants vont jouer un rôle important dans la motivation. C'est là où l'entreprise, quand il commence à chercher de l'information, c'est là où l'entreprise doit intervenir sa publicité pour stimuler le consommateur potentiel. Et en recherchant de l'information, elle va évaluer plutôt des solutions. Donc, elle va avoir plusieurs options sur le prix, sur le produit, sur la qualité, sur les conditions d'achat, etc. Elle a plusieurs possibilités. Et il va évaluer quelle est la solution la meilleure. Est-ce qu'elle va acheter un crédit ou avoir un crédit gratuit ou payer au comptant, etc. Il va faire une évaluation. Et il va comparer les différentes possibilités de satisfaction en fonction de sa hiérarchie, c'est-à-dire son niveau de vie, son pouvoir d'achat, ses freins d'achat, les différents types de freins que nous avons vus, et en fonction de ses attitudes.
Donc, il va faire cette évaluation en tenant compte de tous ces facteurs. Hein. Et enfin, il va décider à acheter. Il se décide à acheter. Et c'est le résultat de l'arbitrage, de tout ce que nous avons vu, l'arbitrage entre les possibilités. Ce résultat se traduit par le produit à acheter, ou la quantité à acheter, et le lieu d'achat, etc. Donc voilà le processus. L'entreprise doit connaître le processus d'achat du consommateur. C'est ce qu'on appelle la connaissance du client. Donc l'entreprise doit connaître son client. Ensuite, le deuxième type de recherche, c'est la connaissance du marché cette fois. Il va connaître le marché par des études de marché. C'est-à-dire l'analyse qualitative et quantitative d'un marché, c'est l'offre et la demande, connaître l'offre et la demande, réel ou potentiel, d'un produit ou d'un service, afin de prendre des décisions stratégiques. C'est ça ce qu'on appelle les études de marché. C'est faire des analyses quantitatives et qualitatives du marché. Donc, connaître l'offre, connaître la demande réelle, actuelle, potentielle, c'est-à-dire à venir, de ce produit, de produit qu'elle veut fabriquer ou du service qu'elle veut rendre. La connaissance de marché, nous l'avons dit, est faite par l'intermédiaire d'une étude de marché. Dans ces études de marché, il doit s'informer. Donc l'étude de marché commence par l'information. L'entreprise doit s'informer sur le marché. Et l'information, les sources d'information peuvent être à l'intérieur de l'entreprise. Donc elle va chercher les informations à l'intérieur de l'entreprise, comme par exemple les statistiques de vente, comme les fichiers des clients. Et là, à l'intérieur, toutes ces données dans une base de données, elle a des statistiques, combien elle a vendu, des fichiers des clients, c'est-à-dire le nom des clients avec leur adresse, les rapports que leur envoie la force de vente, les vendeurs quand ils vendent, ils sortent sur le marché pour vendre, à la fin de la journée, ils rédigent des rapports. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Quels sont les produits qu'ils ont vus? Est-ce qu'il y a des produits concurrents? Est-ce que les produits sont meilleurs que ceux de l'entreprise? Les concurrents sont meilleurs que ceux de l'entreprise? Ou l'inverse? Ils font des rapports. Donc, ils exploitent ces rapports. Les réclamations et les suggestions des clients. Si les clients font des réclamations, ce sont des informations. Les suggestions, ce sont des informations qu'ils doivent exploiter. Alors, quels sont les avantages de ces sources internes d'information? C'est d'abord leur coût faible. Donc, l'entreprise ne va pas payer pour obtenir ces informations. Ils sont rapidement disponibles parce qu'ils sont à l'intérieur de l'entreprise. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas toujours fiables. Les rapports des commerciaux, de la force de vente, les statistiques, ils peuvent ne pas être toujours fiables, c'est-à-dire exacts. Et ces informations peuvent provenir aussi de sources externes. Par exemple, les organismes publics, comme le Haut Commissariat au Plan, la Banque du Maroc, les chambres professionnelles, la chambre de commerce, la chambre d'artisanat, la chambre d'agriculture, la chambre de pêche, le centre d'investissement, les syndicats ou les associations professionnelles, la presse, les annuaires, les banques de données. On appelle ça des sources externes. Et d'autres études peuvent se réaliser également pour connaître le marché.
il y a des études quantitatives. L'entreprise peut faire des études quantitatives par des sondages d'opinion qui consistent à analyser un échantillon prélevé dans une population et elle les extrapole ce résultat sur l'ensemble de la population. Elle prend un échantillon, puis le résultat de cet échantillon, elle va l'extrapoler, le généraliser sur l'ensemble de la population. On peut également exploiter des panels. Un panel, c'est un échantillon permanent de population. Par exemple, on prend un échantillon connu, on connaît leur adresse, les mêmes personnes, chaque fois, on va leur demander de nous fournir, leur poser des questions pour répondre. Ils sont consultés régulièrement pour actualiser les informations. Mais le même échantillon, on ne change pas, on appelle ça un panel. Comme par exemple le panel de consommateurs, le panel de prescripteurs, comme les médecins, etc. Et il y a des études qualitatives, c'est-à-dire les études de motivation, les études de style de vie, les entretiens. On appelle ça des études qualitatives. Donc, autre moyen pour connaître le marché, en plus de l'étude de marché. Une fois le marché connu, il faut le segmenter. Nous avons dit tout à l'heure, on ne va pas prendre toute la population. C'est impossible. On ne va pas faire un produit que tout le monde consomme, que tout le monde veut. On ne va pas prendre toute la population. Les enfants, les adolescents, les adultes, par genre, les femmes, les filles, les demoiselles, les gens, les hommes, les jeunes, les moins jeunes. On ne peut pas donner un produit qui va servir tous ces gens-là. C'est impossible. Donc, il faut segmenter, c'est-à-dire choisir un segment, une partie de la population qui est intéressée par le produit. C'est-à-dire diviser le marché en sous-ensembles homogènes suivant des critères prédéfinis, comme l'âge, le genre ou le sexe, les zones géographiques, le revenu, le métier, etc. En proposant les âges. L'âge, c'est-à-dire on va prendre les personnes de 15 à 25 ans. On va leur donner un produit qui correspond à cette tranche d'âge. Le genre, soit les filles ou les femmes, ou les jeunes, ou les hommes adultes. Les zones géographiques, le produit, on va segmenter selon la zone nord, la zone sud, par exemple, la zone où il y a le relief, la zone où il est à côté de la mer, la zone du Sahara, par exemple. Donc, c'est par zone géographique. Le revenu également, par tranche de revenu, ceux qui ont un revenu de tel à tel, le revenu de tel à tel, etc., etc. Qu'on appelle les catégories socio-professionnelles. Le métier, soit par exemple les médecins, les architectes, les enseignants, hein, les infirmiers, etc. Donc, on va faire une segmentation par type de personne, par type d'individu. Prenons un exemple d'une société qui vend les jouets. Alors, qui dit jouet, dit petit. Non. On peut faire des jouets pour les grands, même pour les vieux. Hein? Et elle va faire cette segmentation. Et augmentation selon l'âge, il y a les enfants et il y a les adultes,
Et selon l'objet, soit on va divertir, le divertissement, c'est-à-dire passer des moments agréables, soit pour la réflexion. Un jeu pour le divertissement, un jouet pour le divertissement, pour se divertir, et un jouet pour la réflexion. Alors, dans ce cas, si on prend les enfants, pour leur donner un jouet de divertissement, on va leur faire les poupées, les voitures, hein, les jouets, les petits jouets en plastique. Quoi. Alors, ici, on va produire des objets de divertissement, des jouets de divertissement pour les adultes, on va leur donner les jeux de société. Par exemple, les jouets les gens que jouent, par exemple, avec les trèfles, etc., ce sont des jeux qui permettent aux adultes de jouer ensemble. Et si on prend le critère l'objet, la réflexion, c'est un divertissement, hein, c'est un moyen, c'est un jouet si pour les enfants, on cherche la réflexion, les jouets de réflexion, pour les enfants, on va leur donner les jeux éducatifs, les puzzles, les constructions à faire. Donc on va leur produire des jouets, mais pour la réflexion, pour développer leur réflexion. Si c'est pour les adultes, ce sont les jeux de stratégie. Bien. Qu'est-ce qu'on appelle la segmentation? Par exemple, ici, des jeux d'échecs. Les jeux d'échecs, c'est un jeu de stratégie. Hein? Ici, ce sont des jeux de société que les adultes jouent dans les cafés, que vous trouvez des adultes en train de jouer plusieurs types de jeux dans les cafés, par exemple. On trouve des jeux de société. Après la segmentation, lorsqu'on a segmenté notre marché, on connaît le type, la catégorie de population cible, on va positionner notre produit. C'est-à-dire à la fois permettre, constater sa perception par le consommateur. Il doit être perçu par le consommateur et les non-consommateurs. C'est-à-dire, il faut les placer, leur donner une croyance. Ils vont essayer de les placer dans leur tête, hein, pour connaître où se trouve, quelle est la position de ce produit par rapport aux autres produits. Si on prend, et ensuite, il faut lui donner un rang par rapport aux autres produits. Alors, on va le distinguer, lui donner un rang, une place, pour le placer parmi tous les autres produits. Est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que c'est le mauvais? Donc, l'entreprise doit positionner son produit. Si je prends par exemple les montres. Si on prend, donc le montre, il y a une société, les montres, il y a la société qui
qui veut donner à ses montres une position de luxe, et comme un bijou de prestige, on les place au rang de haut de gamme, c'est-à-dire au prix le plus élevé, le plus cher. Donc on va produire une gamme de montres, par exemple Cartier, pour ne pas faire la publicité pour ce produit, pour cette marque. Donc, on a positionné cette marque comme étant une marque de luxe. Donc, pour le consommateur, s'il est un bilieux, hein, qui veut toujours se montrer, donc il va acheter tel produit, la marque de prestige, de luxe. On lui produit un produit de luxe. Les autres marques, par exemple la montre Swatch, elle est positionnée comme des accessoires de mode et qui évoluent au rythme des saisons. Donc, on trouve des montres d'automne, des montres d'hiver, des montres pour le printemps, etc. Donc, en fonction des saisons. Et on les place au rang de milieu de gamme. Ni prix bas, ni prix trop cher. Donc, voilà un positionnement. C'est-à-dire là, on permet au consommateur d'avoir une perception. Quand vous lui parlez, dites un montre, il vous dit, ça c'est un montre de luxe. Ça c'est le produit haut de gamme. Ça c'est un produit, non, c'est un produit moyen de gamme. Ça c'est un produit bas de gamme. Il a une perception. Donc il a un positionnement. Et il va lui donner un rang. Une fois le positionnement et la segmentation faite, le consommateur connu, le marché connu, l'entreprise doit opter pour une politique marketing. On appelle ça un mix marketing. Et la politique marketing, toute politique marketing, elle repose sur un certain nombre d'éléments appelés marketing mix, c'est-à-dire le produit, le prix, la communication et la logistique ou la distribution physique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une politique? C'est une conduite ingénieuse, adroite, dans la marche des affaires. Et McCarthy les appelle les 4 P. Product, Price, Public Promotion et Place. Le produit, le prix, la communication et la distribution. On le trouve dans son ouvrage Basic Marketing. Alors, reprenons un à un les différents éléments du marketing mix. D'abord, la politique du produit. Donc, un produit, c'est le résultat d'une activité. Il peut être un bien tangible, on l'a vu ça, un bien matériel, ou un bien immatériel, c'est-à-dire un service. Et on identifie un produit par ses caractéristiques techniques, par les services qu'il rend, il doit satisfaire un besoin, et par le contenu symbolique. Qu'est-ce qu'il représente? Hein? Quand on donne un cadeau, ce n'est pas il y a d'abord l'objet, mais il est le symbole qu'il représente. C'est qu'on estime quelqu'un, ou on aime quelqu'un. Vous voyez le contenu symbolique qu'il représente. Donc en fait,
Le consommateur n'achète pas un produit ou un service, mais il satisfait un besoin. Mais il cherche la satisfaction d'un besoin. Donc le produit il évolue, ou la vie d'un produit, il passe par différentes phases, son cycle de vie. La première phase, c'est la phase de lancement ou de pénétration. On veut introduire un produit sur le marché pour la première fois. Donc, ce qui exige des dépenses de promotion, de publicité élevées, mais les profits sont très faibles parce que le produit n'est pas très connu. Lorsque, avec la phase, avec le temps, avec l'effort de l'entreprise, on passe à la phase de croissance. Alors, dans ce cas, le produit est connu, les ventes vont augmenter, ils vont dégager des profits, et arrive la phase de maturité. Le produit est devenu très connu, les gens l'ont déjà connu, il a atteint l'âge de maturité, c'est-à-dire le produit devient banal, il devient basique, les ventes vont se ralentir, le rythme va ralentir, les profits vont atteindre leur maximum et commencent à décliner. Donc, ça y est, le produit est arrivé à maturité et il ne va pas, il n'attire pas davantage de clients. Et puis, il y a la phase de déclin. C'est-à-dire, le produit est moins demandé, les gens ne le veulent plus, ils manifestent une certaine lassitude sur ce produit, les ventes et les profits commencent à se rétrécir. Alors, pour différencier un produit d'un autre produit similaire, concurrent, l'entreprise utilise la marque, c'est-à-dire un nom, un terme, ou un signe, ou un symbole, ou un logo, qui permet d'identifier le bien ou le service et le différencier par rapport à un autre produit. Elle utilise le conditionnement qui contient et protège le produit, il aide à l'emploi du produit, il stimule la vente du produit en participant à sa reconnaissance par le client. Donc, une fois la politique de prix adoptée, de produits adoptés, il y a une autre politique, la deuxième politique de marketing mix, qui est la politique de prix, ou le prix et la politique de prix. Comment se fixe le prix? Le prix est fixé en fonction du coût. Donc, c'est le résultat de la comptabilité analytique, des coûts de production, combien il a coûté. Il est en fonction de la demande. Le coût est fixé si la demande augmente ou importante ou pas importante. En fonction de la concurrence, on n'est pas libre de fixer le prix comme on veut. Donc, les concurrents, quel prix ils donnent à leurs produits concurrents, donc on va le fixer en fonction de la concurrence et en fonction également de la politique marketing. S'il y a une bonne politique marketing, on peut se différencier par le prix. Parce qu'il y a une bonne politique marketing qui permet de positionner le produit, etc. Alors, lorsqu'il s'agit d'un produit nouveau, l'entreprise peut opter
part pour une politique de pénétration. Nous l'avons dit, parce que le produit est nouveau, donc il va faire des quantités importantes, une marge unitaire faible, il va réduire le prix pour faire pénétrer le produit sur le marché, pour le faire connaître, pour le faire admettre par le client. L'objectif, c'est de gagner des parts de marché et d'avoir des marges, même s'ils sont faibles au début. Il peut opter par une politique de quantité importante, marge unitaire faible. La marge, c'est la différence entre le prix de vente et le prix de revient, exprimé en pourcentage, ou en valeur absolue, c'est-à-dire en valeur relative. L'objectif, c'est de gagner des parts de marché. C'est pour cela qu'on veut pénétrer, faire pénétrer. Et on pénètre le marché. On est dans une phase de lancement. L'autre politique de prix est une politique d'écrémage. On écrème le produit, c'est-à-dire on met des quantités limitées, mais des marges unitaires élevées, parce que maintenant, le produit est connu. Donc, on va essayer de se rattraper sur la marge, faire de grandes marges et des quantités limitées pour que le consommateur achète. Parce qu'il est connu. Le produit, il vient d'être connu, il le connaît maintenant. Donc, on peut faire une politique d'écrémage suivie d'une politique de pénétration. Et cette politique d'écrémage, donc produit quantité inférieure, mais une marge très élevée, qu'on la fait suivre par une politique de pénétration. C'est-à-dire des marges, on diminue les marges et on augmente les quantités. On va jouer sur les deux politiques. Écrémage, suivi d'une politique de pénétration, et ainsi de suite. Parce qu'on est dans une phase de développement du produit. Ensuite, il y a la politique de communication dans le marketing mix. Car produire un bon produit, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Encore faut-il le faire connaître, le faire savoir. Et toute stratégie de communication repose sur trois choses. D'abord, les composantes de la stratégie de communication, c'est-à-dire la fixation de la signification générale du message. Que signifie le message publicitaire qu'on va lancer et proposer au public? C'est-à-dire la conception et la réalisation du message. Comment concevoir et réaliser des messages? Il y a des agences maintenant des agences qui sont spécialisées dans la réalisation d'un message publicitaire. Car si on rate le message, on peut rater toute une politique mixte de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la stratégie de création ou stratégie créative. Il y a la sélection du moyen de communication, c'est-à-dire le support, qui peut être soit les médias, comme la presse, on peut choisir soit la presse, soit l'affichage, soit la radio, soit la TV, soit Internet, soit le cinéma, ou hors médias, c'est-à-dire les relations publiques, la création d'événements, les mécénats, le parrainage, les promotions de vente, comme on fait des tombolas, on fait des jeux, on fait des échantillons, on fait des publicités sur le lieu de vente, etc. C'est ce qu'on appelle la stratégie média. Et enfin, on contrôle l'efficacité de la publicité. On utilise à cet effet, comme indicateur de contrôle, l'évolution du chiffre d'affaires, pour contrôler l'efficacité, un retour sur investissement en publicité, le nombre d'unités vendues. Donc pour cela, on utilise des études de notoriété ou d'image
avant et après la campagne publicitaire. Ça nous permettra de mesurer l'impact de la campagne de communication, ou la communication à l'intention du client. Et le quatrième et dernier élément du marketing mix, de l'action commerciale, c'est la politique de distribution physique. Elle est composée surtout de la force de vente. Donc la distribution, c'est l'ensemble des opérations par lesquelles les produits et les services sont diffusés entre les divers consommateurs. Maintenant, comment acheminer le produit vers le consommateur? Ce sont les opérations de stockage. Ce sont les opérations d'allotissement, de transport, de service après-vente, du circuit de distribution. C'est ce qu'on appelle la logistique ou la distribution physique. Et on trouve deux types de politiques de distribution. La politique de distribution du producteur et la politique de distribution du distributeur. Le producteur fait sa politique de distribution, mais également le distributeur fait aussi sa politique de distribution. Alors, quelle est la politique de distribution du producteur? D'abord, il peut opter pour la distribution intensive, qui est adaptée aux produits banals, des produits basiques, connus, comme le pain, comme l'huile. Donc, on dit des produits banals, un produit banal ou un produit basique. Donc, on fait une distribution intensive si on a un produit banal ou on veut faire une politique de pénétration. Le produit, dans sa phase de lancement, il n'est pas connu. Donc, on fait une distribution accélérée, intensive, par des grandes quantités, intensives. On peut opter également par une politique de distribution sélective, adaptée surtout aux produits anomaux, c'est-à-dire les produits qui ne sont pas basiques. Et on peut faire également une politique d'écrémage à ce stade-là, c'est-à-dire on diminue les quantités et on augmente la marge par la distribution sélective. Et on peut faire aussi une politique de distribution exclusive, c'est-à-dire accorder l'exclusivité de la vente d'une marque à un commerçant, à l'exclusion de toute autre marque, c'est-à-dire qu'on lui donne de vendre uniquement notre marque, uniquement une seule marque. Donc vous trouvez des boutiques spécialisées qui ne vendent qu'une seule marque. On appelle ça une distribution exclusive. Il y a aussi, le distributeur a aussi, lui aussi, sa politique de distribution. Et le distributeur, il choisit l'implantation du lieu de vente ou ouvrir son local. Ça, c'est une politique de distribution. Où il va? Est-ce que dans une région ou dans un lieu où les gens ont un revenu supérieur, ou disons un lieu populaire? Donc, il va choisir l'implantation de son lieu de vente. Il doit déterminer par une étude de marché, bien sûr. Ensuite,
il faut fidéliser la clientèle par des méthodes marchandes. Par exemple, par un bon assortiment, c'est-à-dire les références, les produits sont demandés, un assortiment large, beaucoup de variétés de produits, etc. C'est l'ensemble. L'assortiment, c'est l'ensemble des articles qui sont exposés dans un magasin, sont vendus dans un magasin. Donc, soit il va réduire l'étendue de l'assortiment, c'est-à-dire choisir uniquement une marque ou deux, mais toutes les variantes de cette marque. Soit élargir l'éventail des produits et des gammes de produits, beaucoup de types de produits. Donc, c'est une politique d'assortiment. Il doit également opter, fidéliser le client par des techniques de vente. Par exemple, le libre-service, il va faire le libre-service où il n'y a pas de vendeur, ou le libre-choix, où l'assistance de vendeur est accessoire. Ou bien, il va opter pour le téléachat, ou la vente traditionnelle, où il y a toujours un vendeur. Donc, c'est une technique de vente. Puis, il doit rentabiliser la surface de vente par plusieurs méthodes techniques appelées merchandising, c'est-à-dire la technique d'optimisation et de la rentabilité d'un magasin. Et comme on dit, c'est la règle des 5 R. On a vu tout à l'heure le mix 5P. Maintenant, dans le merchandising, il y a les 5 R. The right merchandise, at the right place, at the right time, in the right quantities et at the right price. C'est-à-dire la bonne marchandise à la bonne place, au bon moment, à la bonne quantité et au bon prix. C'est ça le merchandising. Il peut opter aussi par une politique de distribution du marketing direct. Par exemple, il va opérer la vente par téléphone, par public postage, par annonce de presse, avec des coupons réponses. Donc, autant de politiques de distribution des distributeurs. Et également, dans sa politique de marketing, de distribution, il doit opter pour une force de vente, toujours dans le mix. La politique de distribution, il doit également tenir compte et s'intéresser à sa force de vente. Qui est constitué du personnel vendeur itinérant, c'est-à-dire qui se déplace, qui démarche les prospects, les clients potentiels et les clients actuels. Donc, ce sont des vendeurs qu'on trouve en train de se déplacer partout. Qui font un démarchage. Donc, un démarchage signifie la recherche des clients à domicile. Ils vont chercher leurs clients à domicile. Soit des clients actuels connus, soit des prospects. C'est-à-dire qu'un client, une personne, c'est pas un client, une personne qui n'est pas encore client. Le prospect n'est pas encore client, c'est une personne qui peut devenir client. C'est un client potentiel de l'entreprise. Donc la mission de la force de vente,
c'est vendre les produits de l'entreprise, communiquer auprès des clients des informations sur l'entreprise et ses produits. Donc, il faut faire connaître l'entreprise et connaître l'entreprise, l'image de marque, ce qu'on appelle la communication institutionnelle. Et collecter des informations sur le marché, sur les clients, sur la concurrence. Rappelez-vous, dans les études de marché, il y a les sources internes. Et parmi les sources internes, il y a les rapports de la force de vente. C'est celui-là. Ils vont collecter des informations sur le marché et sur les clients, sur la concurrence, pour les mettre à la disposition de l'entreprise. Alors, les objectifs de la force de vente sont la concrétisation des objectifs de l'entreprise. Quand les forces de vente atteignent leur objectif, ça veut dire que l'objectif de l'entreprise est atteint. Donc, les vendeurs ou la force de vente, elle concrétise les objectifs de l'entreprise. Et ces objectifs se répartissent en objectifs quantitatifs, c'est-à-dire augmenter le volume de vente. Donc, ils ont des objectifs de volume à atteindre. Ils augmentent les chiffres d'affaires. Quand on augmente les ventes, on augmente les chiffres d'affaires par produit. Ils ont également un objectif quantitatif de faire progresser la marge commerciale. Donc, augmenter la marge. Et également, drainer de nouveaux clients. C'est-à-dire, amener d'autres clients à consommer le produit de l'entreprise. Donc, augmenter ces clients. Ou, nous l'avons vu tout à l'heure, avec Bocourel, soit en prenant les clients des autres concurrents, soit en prenant des clients dans les non-consommateurs relatifs. Et il y a des objectifs qualitatifs, notamment le respect des méthodes de travail. Et la fidélisation du client. Donc, comment il faut rendre un client fidèle pour ne pas l'amener ou le pousser à aller chez le concurrent. Donc, il faut le fidéliser, le faire rester comme client permanent. Respecter les méthodes de travail, de vente, de contact de clients, de communication avec les clients, d'abord et comment aborder les clients, sont toutes les méthodes de travail qui sont stipulées et édictées au niveau de l'entreprise.